RFI, grand reportage, Laurent Sadou. Alors que le débat sur l'islam et la laïcité voulu par le président de la République et organisé par l'UMP démarre aujourd'hui, plusieurs responsables associatifs appellent à un rassemblement devant le siège de l'UMP pour dénoncer ce débat. Depuis plusieurs semaines, le débat, accusé de stigmatiser les musulmans, divise et alimente les polémiques. Nous sommes allés à la rencontre des musulmans de France. Grand reportage signé Sylvie Coffy. Sylvie, que l'on retrouve pour en parler en direct dans un quart d'heure. Je suis fier d'être musulman, mais je ne suis pas fier de la manière aujourd'hui où la France regarde les musulmans de France. Tout le monde aspire à une démocratie, tout le monde aspire à une liberté, mais simplement pour ceux qui veulent être musulmans, pour ceux qui veulent pratiquer, pour ceux qui veulent être fiers de revendiquer leurs valeurs, leurs origines, qu'on les laisse aussi tranquilles, qu'on ne les force pas non plus à rentrer dans une moule, parce que là, à ce moment-là, c'est les libertés qu'on bafoue, tout simplement. Il y aura plus de liberté. Il est 18h. Ben Amir se dépêche pour se rendre à la mosquée de Calisté, située dans les quartiers nord de Marseille, dans une cave d'immeubles. À l'entrée, les fidèles empruntent une porte banalisée à gauche de l'ascenseur. Un sas est prévu pour se déchausser. En face, une douche pour les ablutions. Les fidèles s'y engouffrent avant de rejoindre la salle de prière, l'une réservée aux hommes, tandis que l'autre accueille les femmes. À la sortie, Assad, 10 ans, récite une sourate avant d'aller rejoindre ses copains de jeu sur le parking. 3 fois par semaine, il suit les cours à l'école coranique avec Ben Amir, l'un de ses professeurs. Apprendre le Coran, c'est important ? Oui. Pourquoi ? C'est un ordre de le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a dit qu'il faut apprendre le Coran. Donc aujourd'hui, cette école qui est située dans un quartier difficile est là avant tout pour stabiliser, pour éduquer, pour donner des valeurs. Je ne dis pas que ces valeurs-là, on ne les a pas dans l'école laïque dans laquelle les enfants fréquentent tous les jours. Mais je pense que c'est un complément important parce qu'on est issu d'une vague d'immigration où le modèle dans lequel nous vivons ici n'est pas forcément celui qui est adapté à nos parents. Donc nous, dans cette école-là, c'est aussi un lieu stabilisateur, même de lutte contre la délinquance, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, certains parents sont complètement dépassés et on vient justement dans ce lieu pour véhiculer ces valeurs-là. L'islam est la deuxième religion de France. C'est à Marseille que cette communauté de culture musulmane très diversifiée est la plus importante. Avec ses 63 lieux de prière et ses 220 000 fidèles, la ville tente d'organiser son culte. À ce stade, comme le souligne le Premier ministre François Fillon, il est hors de question de toucher à la loi sur la laïcité pour financer les lieux de culte. Je ne souhaite pas que l'on touche à la loi de 1905. Mais s'il faut envisager des aménagements réglementaires pour mieux faire respecter la laïcité et la dignité des cultes, alors nous agirons. À des situations complexes, nous devons apporter des solutions pragmatiques qui recueilleront le consentement de tous. Mais contrairement à d'autres villes de France, Marseille n'a toujours pas de mosquée digne de ce nom. Abderrahmane Roux, président de l'association La Mosquée de Marseille. On est sur le site où elle va se construire la grande mosquée de Marseille. Voilà, c'est ce gros bâtiment vert là qui va être démoli parce qu'on a réfléchi la première fois, est-ce qu'on le garde ? C'est un bâtiment qui est pratiquement neuf, ou bien de le démolir et repartir à zéro. Et comme c'était le prix de revient, c'était pareil, on a décidé de le détruire et de repartir la construction à zéro. Après la remise du permis de construire, la pose symbolique de la première pierre, le projet de construction de la grande mosquée piétine. Yves Morenne, président du groupe de la majorité municipale UMP de Marseille. Ce n'est pas la ville de Marseille qui aujourd'hui va financer ou bâtir la mosquée. Désormais, c'est à l'association qui porte le projet de le financer et de bâtir la mosquée. Mais tout ce qui pouvait être légalement fait par le maire de Marseille l'a été. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui ? Comme toujours, le nerf de la guerre, c'est l'argent. L'association a fait le choix d'un projet de très grande qualité, une très belle réalisation architecturale. Et aujourd'hui, il lui faut réunir les financements nécessaires en respectant la règle qui a été posée par le maire de Marseille, c'est qu'aucun pays ne doit financer plus de 20% de la mosquée.
Cette mosquée, ça doit être la mosquée des musulmans de Marseille, mais ça ne doit être en aucun cas la mosquée d'un pays étranger. Mais ça ne vous inquiète pas que rien ne bouge à l'heure actuelle ? Il faut que l'association réunisse les financements nécessaires. C'est à elle de se mobiliser, de mobiliser les fidèles pour arriver au financement. Nous ne souhaitons pas que le terrain que nous avons donné à bail amphithéotique reste à l'abandon pendant des années. Les fonds nécessaires à la construction de la mosquée ne sont donc toujours pas réunis. Le coût du projet est estimé à 22 millions d'euros. L'association La Mosquée de Marseille, maître d'œuvre du projet, reste patiente, malgré les embûches. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est encore devant le tribunal administratif par rapport au permis de construire, que le Front National il a attaqué, comme tous les permis en tous les cas, mais on n'est pas inquiet beaucoup sur ce problème. On avait 6 recours. C'est le dernier, on a gagné 5, il reste ce dernier. Mais une fois qu'on a gagné celui-là, c'est là vraiment où la phase la plus importante, c'est la construction où elle va débuter. De ce rêve que tous les Marseillais attendent. C'est vrai qu'après, ça sera le souci, le grand souci, c'est les dents. Mais actuellement, on a commencé une grande campagne au niveau local, une souscription nationale. Et en même temps, on continue dans nos démarches d'aller chercher les fonds à l'étranger. Vu qu'il y a des financements extérieurs de pays, notamment arabes, est-ce que ça risque d'influencer la nomination d'un imam aussi qui vient de l'extérieur, puisque c'est quand même assez courant en France? Nous, on voit les choses un peu de loin avant qu'ils arrivent. C'est pour ça qu'on a signé une convention avec la mairie pour limiter la participation qui vient de l'étranger à 20 à 25% pour éviter la mainmise sur le projet et l'influence extérieure. La seule chose que je peux vous garantir, que l'imam de la Grande Mosquée de Marseille, c'est un imam bilingue, français, avec une culture française. Rue du Bon Pasteur, dans le quartier dit arabe, Amina termine ses courses. Au moment où elle sort du magasin, la prière a démarré. Elle se faufile tant bien que mal entre certains fidèles qui, faute de place, occupent la rue étroite à même le sol. Entre prière des caves et prière des rues, l'islam fait peur. Olivier Bobineau, chercheur à l'école pratique des hautes études. En tant que petit Français qui vit en France, on ne veut voir qu'un seul islam. Et qu'est-ce qu'on voit comme islam ? L'islam radical. Dois-je rappeler que cet islam fait 2% des musulmans vivant en France. 98% des musulmans vivant en France vivent paisiblement leur foi. Seulement nous, ce qu'on voit, c'est ces 2% comme étant l'islam. C'est une erreur d'interprétation totale. Outre la visibilité qu'elle a dans l'espace public, outre le fait qu'elle est interprétée au prisme de l'Église catholique, c'est que l'islam aujourd'hui, n'est pas comprise ou est interprétée uniquement sous son angle religieux. Or, il faut l'interpréter et la comprendre sous l'angle identitaire. Dans l'inconscient collectif de la République, dans ses institutions, domine la raison d'État, et dès qu'elle voit de la religion, crispation. Nous sommes à l'Institut catholique de Paris. Olivier Bobineau dispense son cours intitulé « Religion, laïcité, interculturalité ». Et donc, quand une religion arrive et se rend visible dans l'espace public, aujourd'hui vous êtes un prêtre en soutane, ça rend mal à l'aise les Français. Une femme voilée, ça rend mal à l'aise aux Français. Mais la seule difficulté, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de prêtres en soutane aujourd'hui et qu'il y a, malheureusement, pour elles, de plus en plus de femmes qui portent le voile. Les élèves écoutent religieusement. Parmi eux, Abdullah Ley, président de la Fédération des Mourides de France, une confrérie islamique originaire du Sénégal. L'islam n'est plus une religion invitée. Les musulmans aussi ne sont plus des étrangers parce qu'une grande partie des musulmans, ce sont des Français. Il y a aussi des convertis, des Français de souche et des Français d'origine du Dom-Tom, notamment les Antillais qui sont devenus des musulmans. Donc l'islam, d'une façon irréversible, s'implante en France
Les musulmans, ce sont des nationaux qui revendiquent leur place autour de la table de la grande famille française. Les musulmans n'ont pas de lieux de culte, comme les chrétiens, comme les juifs, comme les protestants, parce que c'est une religion qui vient surtout de s'installer en France. Vous avez entendu les discours islamophobes qui nous accusent d'exploiter les riz, mais malheureusement, nous n'avons pas d'autres moyens. Voilà pourquoi nous luttons pour obtenir des permis de construction, avoir des fonds, parce qu'il faut le dire, nous avons des difficultés financières. Voilà pourquoi cette formation nous donnera le moyen juridique et peut-être, pourquoi pas, même financière pour faire face, c'est-à-dire avoir des lieux de culte et pouvoir former nos enfants et notre communauté de vivre leur culte et leur religion sans transgresser les lois républicaines ni les règles de la laïcité. Pas assez de lieux de culte musulmans, mais en revanche un commerce florissant, le halal. Chaque supermarché propose désormais un rayon spécialisé pour satisfaire la clientèle musulmane. On ne peut pas s'en passer. Pourquoi? Parce qu'ils sont bons, hein, la vérité. On ne peut pas s'en passer. Donc vous achetez aussi des produits tout préparés? Ah oui. Non, j'achète. C'est les nems. Vous n'avez pas l'impression que quand on dit halal, c'est du marketing Moi, je fais confiance. Il faut qu'il mange. Pour le petit. Et ta soeur. Oui, il est là. Il va pas le prendre. On le paye, tu payes. Non, ça c'est piquant. Oui, je sais, il mange que ça, le piquant. Ah, il y a quelqu'un de piquant. C'est important de manger halal? Oui, on égorge, c'est tout religieux, quoi. Quand vous faites vos courses, est-ce que vous avez des doutes par moment sur le fait que ce soit halal ou pas? Bon, parfois, c'est vrai qu'on a un peu de doute, mais bon, ils ont des certificats qui sont affichés. Eux disent halal, bon, nous on achète et on espère que bon, c'est vraiment halal. C'est surtout ça. Le marché du halal représente plus de 5 milliards d'euros qui profitent aux grands groupes industriels et de la distribution. Le secteur souffre de la multiplication des organismes. Pour la directrice de l'Union des familles musulmanes des Bouches-du-Rhône, Nassera Ben Marnia, il est urgent d'assainir la filière. Il faut donner des labels. Comment s'est construit le label bio ? C'est pas arrivé du jour au lendemain. Mais des gens s'y sont posés très sérieusement parce que derrière, il y avait de l'économie. Voilà. Nous, cette économie, elle existe, mais on n'en parle pas. Ou alors, quand on en parle encore une fois, on va dire tel maire a interdit l'ouverture d'un supermarché halal. Enfin, nom d'une pipe, c'est une économie. Les gens, ils sont là pour vendre. Ils ont une clientèle. Mais je vois pas, on n'est pas monté au créneau parce que dans un quartier, il y a un supermarché bio qui a ouvert. Pourquoi, dès lors qu'il s'agit des musulmans, on n'y voit que le côté négatif? Ben non, au contraire, disons, on va le construire, on va mettre des labels en place, on va y réfléchir. Si on veut que ça soit halal et que ça rassure le consommateur, que justement, après, on n'ait pas des filières d'abattage clandestin, etc., qui se créent de l'autre côté, oui, effectivement, il faut établir un cahier des charges. C'est là qu'on a besoin des représentants du culte. Les représentants du culte ne sont pas nos interlocuteurs politiques. Le Conseil français du culte musulman planche depuis des années sur la question, mais en vain pour l'instant. Anouar Kibibech, secrétaire général du Conseil français du culte musulman et président du Rassemblement des musulmans de France. Effectivement, aujourd'hui, les musulmans de France se posent pas mal de questions sur la qualité et la véracité des certifications halal qu'ils trouvent sur les différents centres commerciaux et dans le commerce d'une manière générale. C'est pour ça que le Conseil français du culte musulman a pris comme l'une des priorités de définir quelle est la norme halal. Donc en définissant les exigences qui doivent être respectées par tous les opérateurs dans la filière, à la fois au niveau de la manière dont l'abattage est effectué, mais également en termes de transformation et tout le circuit de distribution. Aujourd'hui, il reste au CFCM de valider formellement cette charte et après d'aller vers les différents acteurs de la filière pour pouvoir assainir ce marché-là qui représente de gros enjeux financiers effectivement et qui suscite un certain nombre de convoitises, malheureusement au détriment du consommateur musulman. Nassera Ben Marnia plaide pour la réappropriation par les musulmans de cette filière. Elle y voit même un moyen de financer les mosquées.